Bienvenue à tous à notre deep dive d'aujourd'hui sur l'assassinat de JFK. Ah oui, un sujet passionnant et tellement complexe. On s'attaque à un monument de l'histoire américaine et vous savez ce qu'on dit, plus on creuse profond, plus on trouve de mystères. Exactement. Et croyez-moi, avec les documents qu'on a sous la main, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors pour commencer, on va parler de John Elwad. Vous vous souvenez de lui? John Elwad, attendez, oui, celui qui prétend avoir partagé une cellule avec Oswald à Dallas. Exactement, sauf que le FBI dit qu'il n'y a aucune trace d'une arrestation d'Elwad ce jour-là. Ah oui, c'est bizarre ça. Et en plus, des archives de la police de Dallas sorties en 89 mentionnent des arrestations pour Elrod et un certain Daniel Douglas le 22 novembre 1963. Daniel Douglas, c'est qui? Celui-là, il a un lien avec l'affaire. Bonne question, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup d'infos sur lui dans nos sources. Son nom apparaît dans les archives, mais son rôle, s'il en a, reste un mystère. Donc on a un type qui dit avoir été en cellule avec Oswald, alors que le FBI le nie, et un autre gars arrêté le même jour dont on ne sait rien. C'est ça, le puzzle se complique. Et attendez la suite. Elrod maintient sa version. Il dit que le FBI se trompe et qu'il a bien parlé aux agents de sa cohabitation avec Oswald. Il mentionne même un policier, Charles Arnold, comme témoin. Mais Arnold a dit qu'il ne connaissait pas Elrod, si je me souviens bien. Vous avez une mémoire d'éléphant, oui, c'est exact. Ouais. Arnold dit ne pas se souvenir d'Elrod, ce qui jette un doute sur le témoignage d'Elrod. C'est un vrai casse-tête. Imaginez si Elrod dit vrai, ça voudrait dire qu'Oswald a été déplacé sans qu'on en ait trace officiellement. Exactement. Qui a ordonné ce transfert? Pourquoi? Et où est-il été emmené? Beaucoup de questions. On pourrait même remettre en question toute la chronologie des événements et imaginer qu'Oswald n'était pas seul. Tout à fait. Et ce n'est pas la seule incohérence qui nous attend. Passons aux descriptions des blessures de Kennedy. Ah oui, là aussi c'est un vrai sac de nœuds. Les médecins de Parkland et Bethesda ne sont pas d'accord sur plusieurs points. C'est le moins qu'on puisse dire. Prenons le Dr McClelland qui a opéré Kennedy à Parkland. Il donne des descriptions précises d'une grosse blessure à l'arrière de la tête qui suggère un tir venant de l'avant. Et de l'autre côté, on a le Dr Carrico, aussi présent à Parkland, qui se contredit dans cette déclaration à la commission Warren. Il dit d'abord qu'ils n'ont pas eu le temps de bien décrire les blessures à cause de l'urgence, et quelques mois plus tard, il donne une description hyper détaillée à Arlen Specter, sous serment le 24 mars 1964. C'est un peu fort quand même. Comment expliquer un tel changement de discours? La pression de la commission Warren peut être une tentative de cacher des infos gênantes ou juste la confusion due au stress, difficile à dire. En tout cas, ces incohérences alimentent le doute et nous obligent à être prudents avec les conclusions de la commission Warren. Absolument. Et il y a un autre truc bizarre, la disparition de certaines radios de Kennedy, et notamment celle de son cou, qui pourrait nous en dire plus sur la trajectoire des balles. On parle de la radio, dont Gerald Custer, le technicien en radiologie, a parlé, qui montrait des fragments de métal au niveau des vertèbres C3, C4. Oui, c'est ça. Et elle est introuvable. Le Dr Humes, un des légistes, a dit qu'une radio en particulier pourrait répondre à beaucoup de questions sur la trajectoire de la balle qui a traversé le dos de Kennedy. Pourquoi cette radio et peut-être d'autres ont disparu? Voulait-on effacer des preuves? C'est une question qu'on peut se poser. L'absence de ces pièces à conviction est vraiment suspecte. Surtout que certaines sources disent que ces radios montraient des éléments qui contredisent la version officielle, notamment sur la trajectoire de la fameuse balle magique. La balle magique, vous parlez de la théorie selon laquelle une seule balle aurait traversé Kennedy puis Connolly, causant toutes leurs blessures. Exactement, cette théorie a toujours été difficile à avaler, même pour la commission Warren, et l'absence des radios ne fait qu'augmenter les doutes sur sa validité. Ouais, la balle magique, c'est l'exemple parfait des problèmes avec l'histoire officielle. Une seule balle pour toutes les blessures de Kennedy. Et Connally, ça paraît un peu tiré par les cheveux. Et c'est là que la HSC entre en jeu avec son analyse acoustique. Si je me souviens bien, ils disent que le deuxième tir a eu lieu entre les images 188 et 191 du film Zapruder. Exact. Et ça change tout parce que ça suggère que ce tir aurait raté Kennedy et peut-être touché un certain James Teague, un témoin. Donc plus de 3 tirs, potentiellement plusieurs tireurs. La théorie de la balle magique s'effondre. Pourquoi la commission Warren s'y accrochait-elle autant? Mais c'était sûr, certains pensent à des pressions politiques, d'autres à une volonté de simplifier l'histoire. Mais cette insistance sur la balle magique, malgré les incohérences, ça nourrit les doutes. Sans parler des radios manquantes, est-ce qu'on a essayé de cacher des infos gênantes? Possible. L'absence de ces radios est bizarre, surtout qu'on dit qu'elles contredisaient la version officielle, notamment sur la trajectoire de la balle magique. Incroyable, chaque nouvelle info soulève plus de questions, on dirait, en parlant d'infos bizarres. Qu'est-ce que c'est cette photo de l'homme mystère à Mexico? Ah oui, l'homme mystère, une autre pièce du puzzle, on voit Oswald avec un inconnu quelques semaines avant l'assassinat. Et la CIA a demandé à ce qu'on retouche pas seulement l'arrière-plan, mais aussi le visage de l'homme. Pourquoi cacher son identité s'il n'a rien à voir? Peut-être un informateur de la CIA qu'il voulait protéger ou un agent étranger,
dont la présence aurait fait scandale. En tout cas, c'est louche. On dirait qu'on nous cache quelque chose. La CIA a peut-être ses raisons, mais la transparence serait plus appropriée dans une affaire pareille. Je suis d'accord, le manque de transparence sur les radios L'Homme Mystère, les déplacements d'Oswald, tout ça alimente la méfiance. C'est normal. Avec autant d'incohérences et de zones d'ombre, on se pose forcément des questions. C'est pour ça qu'il faut continuer à enquêter, à creuser, à chercher la vérité. L'assassinat de Kennedy, c'est un traumatisme pour l'Amérique, et ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Et pour comprendre ces conséquences, il faut comprendre ce qui s'est vraiment passé. Revenons aux médecins. Leurs témoignages sont tellement contradictoires. Oui, par exemple, le Dr Perry à Parkland décrit une blessure à la gorge plus basse que McClelland et Hume, qui a fait l'autopsie à Bethesda, a aussi des descriptions différentes. Comment expliquer ces différences? Juste des perceptions différentes ou y a-t-il autre chose? Difficile à dire, peut-être la confusion du moment, ou une influence de la version officielle, ou une volonté de minimiser les blessures pour éviter la panique. En tout cas, ces contradictions ajoutent au mystère et renforcent l'idée que l'enquête a été bâclée, qu'on a négligé ou caché des éléments importants. D'où l'importance de la recherche indépendante, de l'analyse critique des sources. Il ne faut pas se contenter de la version officielle. Il faut creuser, comparer les versions. Exactement, c'est ce qu'on fait ici en explorant les zones d'ombre et les incohérences de l'affaire Kennedy. C'est un travail long, mais essentiel. La vérité est peut-être difficile à atteindre, mais ça vaut le coup de la chercher. On en revient toujours à cette photo de l'homme mystère. C'est vraiment étrange. Pourquoi la CIA a voulu cacher son visage? Oui, qui a pris cette photo au fait un agent de la CIA, un passant. Les sources ne lisent pas, mais la CIA l'a eu et a décidé de la retoucher. Donc ils avaient une raison, soit ils connaissaient l'homme et voulaient le protéger, soit ils avaient peur que sa présence avec Oswald révèle quelque chose de gênant. C'est ça, on se heurte à un mur de silence. Les radios disparues, les témoignages contradictoires, les zones d'ombre sur Oswald, on dirait qu'on nous cache la vérité. Une vérité peut-être plus complexe, plus dérangeante qu'on ne le pense. On parle de l'assassinat d'un président, un événement qui a bouleversé le monde entier. On doit tout faire pour la découvrir. Tout à fait. Il ne s'agit pas de croire au complot, mais d'analyser les faits, de poser des questions, de ne pas gober la version officielle. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, en décortiquant ces documents, en soulevant les incohérences, en pointant les zones d'ombre. On n'a pas toutes les réponses, loin de là. Mais on a ouvert des pistes, on a invité la prudence face aux conclusions hâtives, et surtout, on a rappelé l'importance de la vérité. L'assassinat de JFK reste une plaie ouverte dans l'histoire américaine. Et c'est notre devoir de veiller à ce que sa mémoire ne soit pas ternie par le mensonge et l'oubli. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur de l'affaire Kennedy. Continuez à chercher, à vous informer, à vous faire votre propre opinion. L'histoire, c'est aussi la nôtre. Exactement. On vous laisse méditer là-dessus. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de l'histoire. À bientôt.